Un crime qui m'a beaucoup marqué, une jeune de 14 ans et sa mère qui se battaient à coups de couteau de cuisine. Les deux corps ont été retrouvés par le petit frère de 9 ans en sortie de colle. On se retrouve sur une scène avec du sang partout, quoi. Donc faut pas avoir peur du sang aussi dans notre travail. Ouais. Une dame qui échappait au coup de son conjoint. Elle avait déjà pris des coups de couteau elle aussi, mais avant de mourir, voilà, elle est sortie dans le couloir, elle a tapé à toutes les portes. Elle a essayé en tout cas de trouver de l'aide, personne n'a répondu. Quand on arrive sur le lieu, on voit la scène parce que du coup il y a des traces de sang partout sur les murs, sur les portes. On voit qu'elle a tapé à certaines portes. Bonjour, je suis Sixtine Lepère, reporter au Nouveau Détective. Aujourd'hui, dans les coulisses du crime, je vous emmène à la rencontre d'une femme au parcours hors du commun. Bonjour Jessica, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sixtine. Tu t'appelles donc Jessica, tu as 29 ans et depuis 4 ans, tu travailles dans l'ombre des morts. Tu es chef d'équipe en transport médico-légal, tu interviens dans les prisons, les hôpitaux, parfois même sur les scènes de crime. Tu récupères les corps, les transportes. Un métier discret, physique, souvent confronté à l'horreur. Mais Jessica, tu n'es pas qu'un simple uniforme et une mission. Tu es également passionnée par le mannequinat, défilés, concours de Miss, shooting photo. Tu enchaînes les projets, tout en dirigeant une équipe dans l'un des milieux les plus fermés et les plus masculins qui soient. Comment devient-on agente en transport médico-légal ? Comment fait-on face à la mort et la douleur des familles au poids des missions ? Et comment trouve-t-on la force d'exister pleinement en tant que femme dans ce monde encore très codifié? Jessica, tu as accepté de nous ouvrir les portes de ton quotidien. Bienvenue dans les coulisses du crime. Jessica, tu es chef d'équipe en transport médico-légal depuis 4 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi consiste ton métier au quotidien ? Donc du coup, oui, j'interviens essentiellement sur les scènes de crime, toutes les morts violentes sur réquisition judiciaire. Donc j'interviens en grande partie avec toutes les différentes brigades de police et de gendarmerie. Notre travail consiste à prendre en charge du coup le défunt sur le lieu de décès. Donc ça peut être des accidents de la route comme des meurtres, des suicides, des brûlés, des fenestrés, des découvertes un peu macabres. Et comment du coup on devient agente en transport médico-légal ? C'est quoi ton parcours à toi ? La particularité qu'on a chez nous, c'est que du coup, on n'a pas besoin de diplôme particulier pour faire ce travail. Moi, mon parcours, il est assez vaste. C'est que du coup, j'ai commencé en tant qu'aide-soignante pendant 4 ans. D'accord. C'était un métier sur lequel que j'aimais d'une certaine façon, mais je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. J'ai voulu changer de travail. Donc, en fait, en étant aide-soignante, c'est à ce moment-là où du coup, j'ai rencontré les personnes de la morgue. En travaillant pendant 4 ans dans cet hôpital, je ne connaissais absolument pas ce milieu, Enfin vraiment, j'ai jamais été confrontée du coup à la mort puisque j'ai jamais eu de décès dans ma famille. Je ne connaissais pas ce travail. Genre moi, je pensais que du coup les morts, du coup, en fait, ils étaient morts, mais qu'il y avait rien en fait ensuite. Et c'est à ce moment-là où du coup j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu. Et en fait, quand du coup j'ai rencontré la personne qui est venue chercher un défunt dans mon service, c'était pas un patient que moi je m'occupais. Et en fait, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, mais tu vas où ? Tu vas faire quoi ? Genre, pour moi, en fait, le corps, on l'emmenait. Et en fait, il allait à la poubelle. Voilà. Genre, vraiment, j'étais vraiment... Enfin, j'avais vraiment aucune information. Il m'a dit, bah, tu descends en bas. Je te montrerai un peu le travail. Je t'expliquerai un peu plus en détail en quoi ça consiste. C'est à ce moment-là qu'il m'a expliqué, du coup, son travail, ce qu'il faisait. Et en fait, ce jour-là, il m'a dit est-ce que tu veux voir un corps pour voir si tu es capable d'être vraiment confronté à la mort. En fait, j'étais un peu sur la défense. Genre, en fait, j'avais peur. Je savais pas comment j'allais réagir face à ça. Mais d'un côté, j'étais OK. Et du coup, il m'a montré vraiment une personne du coup, qui était prête, donc qui était habillée. Elle avait rien, vraiment, c'était une petite mamie de 95 ans qui était décédée à l'hôpital. De mort naturelle. Voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, quand j'ai vu, je me suis dit, en fait, ça m'a rien fait. Genre, la dame dormait, enfin, voilà, c'était... le corps était vraiment classique. J'ai pas eu peur. Il l'a vraiment sorti en entier du frigo, parce que du coup, il faut savoir que les corps sont conservés dans un frigo à une température basse, pour ne pas avoir la dégradation du corps rapidement. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai demandé un stage
en chambre mortuaire que j'ai fait pendant 3 semaines. Et d'ailleurs, qui était vraiment incroyable. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que du coup, c'était ma vocation et que c'est ce que je voulais faire. Pendant cette partie-là, du coup, j'ai été amenée à travailler avec les corps, de pouvoir aller les chercher dans les services à l'hôpital, de voir vraiment un côté différent de ce métier et aussi avoir la possibilité de travailler avec une thanatopracteur qui intervenait tout le temps en fait dans cet hôpital et qui venait faire les soins du coup des corps parce que c'est un service extérieur. Et à partir de ce moment-là, du coup, je l'ai beaucoup suivie, elle m'a beaucoup appris. Je l'ai beaucoup aidée aussi à faire des habillages, ce qui m'a permis du coup d'apprendre aussi à habiller un corps seul. Les thanatopracteurs, ils travaillent seuls dans ce milieu. Moi, j'étais toujours à côté, donc à 10h du matin pour le premier soin, en train de prendre mon petit déj, assis sur la table d'autopsie. et voilà, ça m'a jamais posé problème. J'étais toujours en train d'assister en fait à ces soins. En train de prendre mon petit déj, du coup, assis sur la table d'autopsie. Parce que du coup, eux, ils font souvent leurs soins sur la table où les corps sont déjà posés. En fait, ils s'amusent pas à forcément manipuler les corps plusieurs fois. Donc voilà, donc vraiment, je trouvais ça hyper intéressant. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que du coup, je voulais faire ce métier. À la fin de ce stage, que j'ai vraiment adoré, j'ai essayé de postuler, en fait, chez certaines pompes funèbres, dans le milieu, en tout cas funéraire, qui est très compliqué. C'est très familial, non? La plupart sont très familiales, mais aussi, en tant que femme, c'est très compliqué de rentrer dans ce milieu. La plupart du temps, ils se basent à la force physique. Et forcément, quand ils nous voient arriver, ils se disent... Ouais. Elle n'a pas les compétences physiques. Voilà, c'est ça. On n'a pas les compétences physiques. On n'a pas non plus le physique pour faire ce travail. Donc vraiment, c'est tellement catégorisé que c'est très compliqué. Donc en fait, à partir de ce moment-là, j'ai travaillé dans une très grande entreprise de messagerie pour que je puisse du coup montrer mes capacités à pouvoir porter du coup. Qu'est-ce que tu appelles entreprise de messagerie? Pour les colis. Ah d'accord. Voilà, Okay. donc en fait j'ai pris la plus difficile. La plus éprouvante, tu veux dire, pour justement t'entraîner à porter des choses lourdes, c'est ça? C'est ça, et prouver en fait que j'étais capable de pouvoir porter une charge conséquente sans aide de personne pour pouvoir prouver d'une certaine façon pour que je puisse rentrer du coup dans ce milieu. Et t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça 6 mois. 6 mois, en fait, ouais, à la fin des 6 mois, ils ont voulu me proposer un poste de responsable où du coup j'ai refusé puisqu'en fait c'était pas du tout ce que je voulais. Moi je voulais simplement prouver que j'étais capable de pouvoir porter. Et donc voilà, ensuite j'ai fini par réussir à rentrer chez des pompes funèbres. D'accord. Je suis restée très peu de temps parce que c'était simplement un remplacement. Mais ce qui m'a permis aussi de pouvoir connaître le travail, faire du montage de cercueil, préparer les corps. C'était quoi le nom de ton poste à ce moment-là? Tu sais pas? Je sais même plus. En gros, c'est préparateur funéraire? Même pas, parce que vraiment j'étais à l'arrière du coup, donc j'étais un agent quelconque parce que j'étais pas porteur, je n'allais pas sur les cérémonies. Je faisais vraiment pas tout ce côté funéraire, vraiment je faisais juste du montage de cercueil. J'habillais les défunts, je les maquillais quand il n'y avait pas de soin, en tout cas de thanatopracteur, parce qu'on fait en sorte qu'ils soient quand même présentables. Et on met les mises en cercueil, du coup, on les présente aussi en salon pour les familles. Donc vraiment, moi, ça s'arrêtait à là, je faisais les démarches en mairie et voilà, je faisais vraiment rien de plus. Donc c'était plutôt à l'arrière, en fait. C'est ça, vraiment dans le côté sombre, personne me voyait et personne ne savait vraiment ce que je faisais finalement. Mais tu voyais quand même les familles? Non. Très peu. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ouais. Vraiment, j'avais pas ce contact. Oui, tu faisais tout le avant qui permettait après aux familles d'avoir justement un défunt bien présenté dans le cercueil, etc. Complètement. Du coup, voilà. Et ensuite, donc forcément, vu que c'était un poste qui était très limité, enfin limité dans le sens où du coup c'était simplement un remplacement, ils m'ont pas gardé. À ce moment-là, pareil, j'ai postulé dans tellement d'endroits que je ne savais plus où postuler en fait parce que j'ai eu tellement de refus. T'avais tout tenté. Ouais, j'ai tout tenté, les hôpitaux, les pompes funèbres, tout le monde a refusé, donc c'était très difficile de pouvoir rentrer dans ce milieu. Je me suis vraiment engagée du coup dans un autre domaine qui est totalement différent, donc le concours de l'agent pénitentiaire. D'accord. Ah ouais. Voilà. Donc rien à voir. À ce moment-là, du coup, quand j'ai passé le concours, donc je l'ai eu avec 13 de moyenne.
Ce qui te permettait de passer. Tu avais réussi. J'avais réussi ce concours. Simplement, quand je suis passée à l'oral, donc devant les agents qui prenaient les candidatures pour aller à l'école, à ce moment-là, ils m'ont posé la question par rapport à mon parcours. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que je fais là? Oui. Qu'est-ce que je fais là? Puisqu'ils m'ont poussée aussi à rester dans le funéraire et à me dire qu'il fallait que je reste dans ce milieu, puisque du coup, c'est ce que je voulais faire. Oui, c'était et ta que voie. j'avais rien à faire du coup dans le pénitencier, malgré que j'aurais pu être une très bonne agente pénitentiaire. Donc voilà, et en fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir et je me suis dit, oui, il a peut-être raison finalement. Enfin, c'était un peu une voie échappatoire, mais parce que du coup, je savais pas trop ce que je voulais faire, quoi, finalement. Ouais. C'est à partir de ce moment-là où j'ai pu rentrer dans cette entreprise-là, qui est localisée sur Paris. Sauf que moi, à cette époque-là, j'habitais en Bourgogne. D'accord, donc tu as été obligée de déménager. Pas tout de suite. J'ai pas déménagé tout de suite. J'y suis allée au bout d'1 an et demi. J'ai déménagé sur Paris. Donc en fait, j'ai fait les allers-retours tous les jours pour aller au travail. Oh là là, tu mettais combien de temps? Je mettais 1h30 le matin, 1h30 ouais. le soir. Ouais, donc c'était vraiment une vocation pour toi. Complètement. Donc voilà. Et après, bon, je me suis dit, voilà, il fallait que je trouve un appartement ici, en tout cas dans le coin, proche de mon travail, pour que j'ai moins de kilomètres en fait à faire pour aller au travail et être beaucoup moins fatiguée du coup. Et quand tu rejoins cette entreprise-là, c'est donc il y a 4 ans, c'est ça? Et à ce moment-là, quel est le nom de ton poste? Tu es dans le transport médico-légal? C'est ça. Au départ, je suis juste employée au transport. D'accord. Donc une agente classique, vraiment qui est basée au transport du corps. Et j'ai fini par rentrer dans cette entreprise. Comment est-ce que tu es tombée sur ce métier-là? Vraiment par hasard, en fait, en ayant travaillé chez les pompes funèbres juste un peu avant, j'ai eu la possibilité de rencontrer du coup ces personnes qui venaient déposer un corps chez nous. Et en fait, à ce moment-là, vu qu'ils étaient en uniforme et ils n'étaient pas habillés comme nous, en fait, j'ai trouvé ça assez intriguant parce que je me suis dit, pourquoi vous êtes en uniforme? Genre, qu'est-ce que vous faites? C'était spécial. Et en fait, quand il a commencé à me raconter du coup le métier, je me suis dit, ah, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux être sur le terrain, finalement. Quand tu dis uniforme, quel uniforme est-ce qu'il faut avoir pour ce métier? Nous, on a vraiment une tenue particulière. En fait, on est entre la police et les pompiers, si on peut appeler ça comme ça. Vraiment, on a un treillis, des bottes de sécurité. Enfin, voilà, on a vraiment un ensemble qui correspond du coup à la société. Mais c'est aussi un uniforme qui fait très habillé pour le coup et qui reste professionnel. Et puis surtout qui te distingue justement, que ce soit des forces de l'ordre ou des pompes funèbres. Ça fait vraiment une distinction c'est ça par l'uniforme. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui, toi, t'a plu dans ce travail-là et dans ces missions-là? C'est le terrain, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'était vraiment être sur le terrain, pouvoir être au contact du défunt, du coup, finalement, et ne plus avoir cette partie des pompes funèbres où on gère les obsèques, on gère les cercueils, on gère les habillages des corps. Vraiment, on s'occupe pas du tout de ça, quoi. Oui, toi, tu voulais être vraiment sur ce qui se passe vraiment très peu de temps après la mort du défunt. Oui. Quand on entend transporteur médico-légal, on pense à tort au terme croque-mort. C'est quoi vraiment la différence? C'est le moment pendant lequel toi tu interviens? Non du tout. En fait, la différence entre un croque-mort et nous, c'est que les croque-morts, la plupart du temps, c'est les thanatopracteurs qu'on appelle comme ça. En fait, il y a une légende qui dit qu'au Moyen-Âge, ils croquaient les doigts de pied des défunts. Pour vérifier s'ils étaient morts. Pour vérifier s'ils étaient bien morts. D'accord. Ah, je ne connaissais pas cette anecdote. Oui. Bon, à l'heure actuelle, on ne fait plus ça, évidemment. Je me doute. Et voilà, et du coup, nous, en tant que transporteurs, vraiment, on n'est ni thanatopracteurs, ni considérés comme des pompes funèbres. Vraiment, on est un milieu à part. Et donc, tu deviens chef d'équipe il y a 3 ans. Quelle est la différence? Quelles sont tes missions en plus par rapport à transporteur ou transportrice dans le médico-légal? En tant que chef d'équipe, du coup, il faut savoir que j'ai été nommée chef d'équipe à moins d'1 an d'entreprise par le biais du coup, de mon professionnalisme et les félicitations de mon entreprise. Du coup, ils ont décidé de me nommer responsable.
en étant chef, moi, j'ai toujours voulu garder cette partie où, du coup, j'ai été sur le terrain, puisque, du coup, c'est vraiment ce que je voulais. Et moi, être enfermée derrière un bureau, c'est pas possible. Je tiens vraiment pas en place pour ça. Mais par contre, voilà, j'ai quand même quelques missions. Donc, j'ai quand même de la partie administrative à gérer. Je gère quand même une flotte de véhicules, environ 22 camions, avec l'aide de mon responsable, évidemment. Mais voilà, j'ai en tout cas mon dépôt qui constitue 11 camions. Et voilà, je gère du coup cette flotte de véhicules. Donc, ça soit les accidents, donc du coup les véhicules à emmener au garage, les réparations quelconques. Ensuite, en termes de mission, je vais avoir des rendez-vous professionnels, donc qui peut être amené, que ce soit la climatisation, la sécurité du bâtiment en lui-même, donc les extincteurs, du nettoyage, peu importe en fait l'entreprise qui va intervenir, en tout cas dans notre bâtiment. Voilà, je suis amenée à prendre du coup ces rendez-vous et mener les rendez-vous correctement pour qu'il y ait une présence de responsable. Oui, organiser un petit peu tout ça. Oui. D'accord. Et quand tu intègres justement ce milieu, comment est-ce que tes proches y réagissent quand tu leur dis que tu vas travailler dans le médico-légal et plus largement dans tout l'univers lié à la mort? Alors du coup, au départ, ils étaient très surpris et choqués par ce métier, parce que du coup, c'est quand même un métier difficile, mais qui reste fascinant. Et c'est très rare aussi d'avoir une femme dans ce milieu-là. Mais pour le coup, voilà, ils sont très fiers de moi, des capacités que je peux avoir vis-à-vis de ce travail. Parce que bon, avant tout, ça reste quand même un métier qui est très humain. Et en tout cas, j'exerce ce métier avec beaucoup de sérieux et d'humanité. Oui, et surtout dont on a besoin, parce qu'on a besoin de gens qui font ce genre de métier dont on oublie justement. C'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, avant de faire ce métier, tu savais pas comment ça se passait. Et moi, avant de te rencontrer, je savais pas non plus forcément tous les détails de ce qui se passe justement avant les funérailles. Donc, on a l'habitude de voir... voilà. Donc c'est très important et très intéressant. Et justement, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, c'est un milieu qui est très masculin. Dans tes expériences précédentes, notamment aux pompes funèbres, tu l'as ressenti. Comment est-ce que tu t'es sentie à tes débuts? Est-ce que dans ton entreprise actuelle, ils t'ont mieux accueilli que dans les pompes funèbres? Quel a été un petit peu ton parcours dans ton entreprise à ce niveau-là? Ça a été... très difficile dans le sens où quand je suis arrivée dans cette entreprise, donc moi j'étais toujours très excitée, très contente de pouvoir commencer ce nouveau travail et le fait d'avoir été sélectionnée d'une certaine manière, d'accéder du coup à ce travail, j'étais vraiment très contente, très ambitieuse, très dynamique par rapport à ça. Mais finalement ça m'a tout de suite mis dans le bain, dans le sens où quand je suis arrivée du coup sur ma première journée, mes collègues du coup ont misé sur moi pour savoir combien de temps j'allais durer dans l'entreprise. C'était comme un test pour, d'une sorte de bizutage pour voir si ça allait bien se passer pour toi? Je sais pas, je pense pas. C'était plutôt de la méchanceté dans le sens où j'étais une femme et ils se sont dit qu'est-ce qu'elle fout là? Voilà, clairement. En fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit waouh, genre en fait vraiment là je suis dans le milieu masculin. Ça va être difficile, mais c'est pas grave. On va leur prouver que je suis capable de pouvoir le faire. Une femme dans un milieu masculin, il faut davantage faire ses preuves pour être acceptée. Et c'est difficile aussi d'être dans un milieu masculin, dans le sens où beaucoup de personnes, même qui sont âgées ou pas âgées, certains ont un problème avec l'autorité et ils n'acceptent pas aussi l'autorité venant d'une femme. Donc ça aussi, c'est très compliqué à surmonter. Parce qu'on peut être aussi confronté du coup à beaucoup de stéréotypes, comme du sexisme aussi, beaucoup d'isolement et un manque de soutien. De ta hiérarchie? De ma hiérarchie ou même de mes collègues. Ouais. Et puis d'autant plus parce que non seulement t'es une femme, mais en plus t'es jeune. Oui. Et en plus t'es devenue chef d'équipe très rapidement dans l'entreprise.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a un petit peu fermé des portes dans tes relations, on va dire, avec certains collègues, ou est-ce qu'au final, avec le temps, ils ont commencé à comprendre que c'est pas parce que tu étais une femme que tu avais moins de compétences ou que tu avais moins de muscles, puisque tu l'as prouvé, que c'était pas forcément que sur ça qu'il fallait se fier pour réussir dans ce métier. Est-ce que ça t'a fermé des portes? Non, je pense pas que ça m'a fermé des portes. En fait, ce qui est surtout drôle dans tout ça, c'est que les personnes qui ont misé sur moi, à l'heure actuelle, elles ne sont plus là. C'est eux finalement qui ont quitté l'entreprise. C'est eux, soit qui se sont fait virer ou soit qui sont partis d'eux-mêmes. Donc en fait, c'est très drôle de se dire, ils ont misé sur moi pour savoir combien de temps j'allais rester dans l'entreprise. Et finalement, au bout de 4 ans, je suis encore présente. Et je suis passée chef. Donc ça, c'est une belle revanche. Ouais, c'est clairement une belle revanche. Et puis voilà, et je pense que aussi le fait d'être une femme jeune aussi dans cette entreprise, je pense que c'est aussi important de par lorsqu'on intervient en tout cas sur des lieux, que ça soit avec les familles ou sans les familles, je pense que ça a aussi un côté rassurant d'avoir un côté féminin. Et en fait, on est tout autant capable de pouvoir porter qu'un homme finalement. Faut pas se fier aux apparences. Puisque du coup, je suis capable de le faire et ça m'a jamais posé aucun problème en tout cas. Et est-ce que toi, dans ce milieu-là, tu as déjà rencontré d'autres femmes ou tu fais vraiment partie des seules femmes dans ce milieu? Alors oui, j'ai été seule pendant presque 1 an et demi. Et ensuite, du coup, mon entreprise, quand ils ont vu que avoir des femmes, c'était tout aussi bien, et qu'on arrivait très bien à gérer, ils ont commencé à embaucher plusieurs femmes. Donc maintenant, on est presque 6 ou 7 femmes. Donc c'est génial, puisqu'on a aussi ce côté féminin dans le travail. Et on arrive aussi à se soutenir. On prouve aussi que du coup, en étant une femme, on peut faire ce métier. C'est une fierté, je suppose, pour toi d'avoir été un petit peu précurseur, on va dire, d'avoir lancé l'idée et d'avoir prouvé finalement à tes supérieurs hiérarchiques que les femmes étaient tout autant capables. Et c'est super, tu dois être fière de toi à ce niveau-là. Ouais, complètement. C'est génial et voilà, faut avoir confiance en soi et prouver que... en fait, faut pas se mettre des barrières juste parce que c'est un métier masculin, finalement. Oui, il faut pas s'arrêter à ça. Si c'était ta vocation, il fallait que tu ailles au bout et c'est ce que tu as fait, c'est génial. Oui. Et on imagine que tu passes beaucoup de temps de déplacement. Tu peux nous raconter des anecdotes de transport qui t'ont marqué, justement? Alors oui, des transports, on en fait énormément. Alors évidemment, tout ne passe pas à la télé, ça ferait peur aux gens. mais effectivement, je me souviens une fois, on était partis du coup chercher un défunt dans une cité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cités, c'est très compliqué quand il y a la police. Ils n'aiment pas beaucoup la police. Donc nous, évidemment, vu qu'on intervient essentiellement avec eux, en fait, on est vraiment obligé d'avoir cette présence policière pour nous, notre propre sécurité, mais aussi la sécurité finalement du défunt. Oui, bien voilà. Et je me souviens du coup que sur une intervention, donc dans cette cité, en fait, les mecs de cité, si on peut appeler ça comme ça, ils voulaient pas nous laisser rentrer. Voilà, parce que voilà, c'est leur territoire. Pour eux, voilà, il n'y avait pas de mort. Enfin, le contact était très difficile en tout cas avec eux. Et mon collègue avec qui j'étais, du coup, a essayé vraiment d'avoir ce contact avec cette personne pour lui faire comprendre qu'en fait, on venait là pour chercher le défunt, qu'on venait pas faire autre chose et vraiment, il fallait nous laisser rentrer, tout ça. Et en fait, finalement, du coup, impossible de dialoguer, du coup, parce que pour eux, vraiment, on venait pour faire une descente, qu'on avait des chiens à l'arrière. Enfin voilà, vraiment, c'était assez drôle, mais en même temps, pas trop, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment pouvoir faire notre travail, donc c'était difficile. Et en fait, finalement, j'ai pris le relais. Mon collègue était assez débordé vis-à-vis de la situation. Et en fait, j'ai réussi à avoir ce dialogue parce qu'en étant une femme, là, il n'y avait plus ce côté professionnel dans le sens où, en fait, il fallait mettre les termes. Donc, en fait, je lui ai fait comprendre que on n'était pas on n'était pas à la bague, voilà, on venait pas faire une descente. Nous, on venait simplement chercher un corps qu'on avait vraiment besoin de passer, que c'était important. Il n'y avait plus ce côté secret professionnel. En fait, je lui ai dit, écoute, je vais descendre du camion et je vais te montrer
comme ça, tu verras par toi-même. On intervient en fait vraiment pour venir chercher une personne, donc faut vraiment nous laisser passer. À ce moment-là, du coup, je suis descendue du camion et je lui ai dit, écoute, tu vois bien, je suis pas armée, je suis pas habillée comme une policière, donc vraiment, t'as rien à craindre. Et en fait, j'ai ouvert le camion, vraiment les portes de l'arrière. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que du coup, on avait fait un décomposé juste avant. Donc l'odeur était bien présente. Et en fait, quand j'ai ouvert les portes du camion, j'ai dit, tu vois bien qu'il n'y a pas de chien à l'arrière et qu'on vient pas faire une descente. Et en fait, le mec, quand il a regardé, clairement, il s'est décomposé lui-même. Je pense que je l'ai choqué. Mais en même temps, on était obligés, en fait, pour se faire entendre et lui faire comprendre que voilà, il fallait vraiment qu'on passe pour intervenir, quoi. Donc à ce moment-là, vraiment, c'était super drôle puisque du coup, il a fini par accepter. Genre vraiment, il a changé de visage et de comportement instantané. Tout. Voilà. Je lui ai fait comprendre que voilà, la police devait aussi nous suivre parce que nous, on peut pas intervenir tant que la police n'est pas présente. En fait, c'est pour aussi nous protéger, mais bien voilà, sûr. Pour pas qu'il y ait de problèmes de vol, problèmes d'agression, en tout cas au niveau du défunt. Voilà, c'est vraiment une protection, quoi. Parce que la personne était décédée dans quelles circonstances ? C'était une mort classique, naturelle. Ouais, une mort normale, mais en fait, elle était dans le bâtiment, donc vraiment en plein milieu de la cité. Et voilà, mais dans tous les cas, la police doit être présente. Et je veux dire, c'était pas une scène de crime où il y avait eu besoin d'avoir une intervention policière avant. Non, il n'y avait pas eu besoin. D'accord. Du tout. Et moi, à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas écrit Danone sur mon camion. Il n'y a pas écrit police non plus. Genre vraiment, en fait, il y a vraiment écrit réquisition de police. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur, mais en même temps... Vous êtes obligé pour montrer aussi le sérieux de votre entreprise. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas sorti de nulle part. C'est ça. Et donc là, il a fini par accepter, il nous a laissé passer. Par contre, la police, il n'a pas voulu la laisser passer, mais il a accepté qu'un seul policier nous suive. Donc j'ai dit, ok, vas-y, c'est pas grave, on fait ça comme ça, on prend le policier et nous, on a besoin d'intervenir. En fait, on va pas y passer la journée, on a besoin d'avancer, on a autre chose à faire que d'essayer de communiquer en fait, avec une personne qui bloque le passage pour des choses inutiles, quoi. Et donc, on a pris en charge tout ça, vraiment tout s'est bien passé. Et en fait, ce qui était super drôle, c'est que les mecs de cité, ils ont fini par faire la sécurité de mon camion. Donc, en fait, escortés. Ils étaient là, et ils ont attendu, ils ont surveillé. Franchement, c'était super drôle. Oui, ils ont fini par comprendre que vous n'étiez pas là pour les embêter. C'était vraiment, il fallait juste vous laisser passer et vous laisser intervenir et qu'il n'y aurait pas de soucis pour eux ou pour leur business ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est pas commun. Bah, c'est pas commun et en fait, c'est difficile parce que du coup, on se retrouve dans des situations où en fait... vraiment, comme je disais, genre vraiment, on n'est pas armé, on n'a rien de tout ça, donc c'est difficile aussi de rentrer dans un lieu où en fait, il peut se passer tellement de choses. Ouais, un lieu hostile. Voilà, il peut se passer vraiment beaucoup de choses et en fait, nous, on veut simplement faire notre travail. C'est comme les pompiers qui se font caillasser, alors qu'en fait, on a besoin des pompiers. Enfin, je pense qu'ils seront bien contents d'avoir un pompier qui intervienne chez eux dès qu'il y aura un problème, en fait. Donc, nous, c'est la même chose. Alors, certes, la personne est morte, mais en fait, il faut l'évacuer, donc on a besoin de nous pour intervenir, quoi. Donc, c'est compliqué de se faire entendre, puisque du coup, c'est très fermé et que ces gens-là ne connaissent pas, malheureusement. C'est quoi le transport qui a été le plus dur physiquement ou mentalement, celui qui t'a le plus secoué ? Alors, je dirais que l'intervention qui m'a le plus touchée, c'est quand j'ai fait ma première intervention sur voie ferrée sur un enfant de 5 ans. Donc, forcément, c'est difficile et c'est surtout que... En fait, c'est à ce moment-là où on se rend compte que, en fait, on n'est rien et que peu importe l'âge, malheureusement, ça peut arriver. C'était quoi le contexte ? C'était en fait un enfant qui avait été sur la voie ferrée, qui était tombé ou... Même pas. En fait, c'est un enfant qui jouait près des voies ferrées à 5 ans, à 21h le soir, sous la surveillance de son frère de 8 ans, il me semble. Ah ouais. Donc, pas de surveillance des parents et du accident tragique, malheureusement. Parce qu'en fait, il y a un train qui est arrivé à ce moment-là et qui l'a percuté. Voilà, exactement. Et dans ces cas-là, vous arrivez, la police est déjà sur place ? À ce moment-là, c'est en tout cas les agents des voies ferrées qui se chargent en tout cas de bloquer les voies. Donc, ils font leur travail tout d'abord, mais bien sûr, ils appellent du coup les pompiers, la police. Voilà, ils essayent de réanimer l'enfant si c'est possible. Là, malheureusement, c'était impossible. Mais voilà, ils sont obligés quand même d'intervenir, donc tout est bloqué. Et puis voilà, nous, on arrive ensuite prendre en charge en tout cas le corps. Et justement, est-ce que les missions qui touchent des enfants, est-ce que c'est des missions qui, toi, te touchent plus ou qui te marquent plus ? Non, parce que du coup, on est forgé pour ça. Nous, c'est notre quotidien, en fait, que ça soit enfant ou pas.
on travaille de la même manière. Et c'est aussi ça, en fait, le côté de notre métier, c'est que du coup, il faut pouvoir être détaché, malgré tout. Je vais pas dire que ça me fait rien, mais vraiment, je suis vraiment détachée de ça. Mais parce que tu arrives justement sûrement à faire la distinction entre le professionnel et le perso aussi. Bien sûr, oui. Et est-ce que tu as déjà eu peur pendant une mission ? Là, tu parlais tout à l'heure de justement l'épisode dans la cité. Est-ce qu'il y a d'autres fois où tu as eu peur pour ton intégrité ou ta... Oui, bien sûr. Bah, pareil, une autre fois dans une cité où, en fait, quand on est intervenu, donc là, c'était un peu plus impressionnant. En fait, il y avait le raid partout sur les toits. Il y avait je ne sais pas combien de policiers et de CRS au mètre carré, mais il y en avait beaucoup. Et en fait, on s'est dit, waouh, dans quoi on s'embarque ? Parce que du coup, nous, on est là, mais en fait, on n'est pas en civil, mais ce que je veux dire, on est en uniforme, mais je veux dire, voilà, on n'est pas protégé, on n'a pas de gilet pare-balles, on n'a rien de tout ça. Donc en fait, je me suis dit, si on arrive dans ce milieu et qu'il y a autant de policiers, c'est que ça doit être un peu craintif, quoi, dangereux. Et au final, ça s'est très bien passé, mais en fait, sur le moment, on rigole pas. Ça nous fait peur, on se dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis vraiment, j'avais peut-être une dizaine de policiers rien qu'autour de moi pour faire la sécurité, en tout cas pour nous et pour le corps en lui-même. Donc on est resté presque 2h30 sur place pour intervenir et c'est vrai que au début on appréhende en fait, vraiment on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'était là cette fois-ci la personne, comment est-ce qu'elle était décédée ? C'était un crime classique par arme blanche. D'accord. Donc je sais pas si c'était quelqu'un de connu ou je sais pas si c'était quelqu'un d'important en tout cas dans ce lieu, mais pour qu'il y ait beaucoup de monde, on suppose que c'était quelqu'un qui était ouais. important justement dans cette cité. Ouais. Qu'est-ce que toi tu sais, qu'est-ce que tu as comme élément quand tu arrives sur place ? Alors nous, on a quand même un service de régulation qui prend les appels de la police essentiellement. Ils sont dans l'obligation de prendre un maximum d'informations pour que nous, on n'ait pas rien. Mais en fait, parfois, ça arrive que du coup, les policiers ne sont même pas en fait arrivés encore sur le terrain, donc en fait eux-mêmes ne savent pas. Donc soit ils ont très peu d'informations, ou alors voilà ils ont l'intitulé du décès. On peut avoir l'identité de la personne, de comment elle est décédée, avec du coup l'adresse, un numéro de téléphone qui contacter en cas de problème, en tout cas si on ne trouve pas le lieu. Et puis voilà. Et c'est quoi le transport le plus atypique que tu aies eu à faire ? Alors, on en fait beaucoup. Moi, je dirais que c'est surtout quand il y a eu les crues, les inondations partout en Île-de-France et extérieur. En fait, à la descente des eaux, donc quelques semaines, voire quelques mois plus tard, en fait, on a retrouvé des personnes qui étaient portées disparues et qui, du coup, étaient la plupart soit en état de décomposition plus, ou alors même en état de squelette. Donc, en fait, ça, c'était hyper intéressant. On a pu être amené à voir aussi... les effets. Ouais, voilà, les effets de l'eau et voir en fait à quelle vitesse aussi le corps a pu se décomposer en milieu extérieur. Je trouve que c'est hyper atypique en tout cas. En termes de transport atypique, j'ai eu la possibilité d'intervenir sur un accident de camion, 3 poids lourds impliqués. Oh là là. Sur la 104, qui a été beaucoup médiatisé aussi sur les réseaux. Ça c'est pareil, c'est hyper intéressant puisque du coup c'est pas tous les jours. De voir aussi les 3 camions impliqués dans l'accident. Et c'est hyper intéressant de voir le dispositif qui a été mis en place pour faire évacuer la N104. Donc de voir les voitures et les camions vraiment faire demi-tour et qu'ils puissent passer du coup par une déviation pour qu'ils puissent circuler en fait finalement. De pouvoir voir du coup les personnes de l'autoroute qui interviennent et qui viennent chercher les camions aussi par dépanneuses. Le procédé en fait d'évacuer un véhicule finalement sur la voie publique qui est complètement endommagé par l'accident, franchement, c'est hyper impressionnant. Parce que toi, tu as eu la possibilité de rester sur place pendant tout ce processus-là. On est resté relativement longtemps, parce que du coup, nous, tant qu'on n'a pas l'autorisation de prendre en charge le corps et de partir, en fait, on est bloqué sur place. Donc, avec tout le monde qui est sur place. Donc, la police, les agents de l'autoroute, ça nous permet de voir des choses et de voir leur travail aussi. De voir comment ça se passe. À quel moment est-ce qu'on donne le feu vert ? Là, sur un accident comme ça de la route, il faut que, j'imagine, que les policiers fassent les constatations, qui est impliqué dans l'accident, comment c'est arrivé, enfin, je veux dire, quelle est la cause, etc. Toi, tu arrives, du coup, sur place peu de temps après que les policiers soient arrivés et commencé déjà ce travail-là. À quel moment est-ce qu'on te donne le feu vert ? Nous, on a le feu vert par le magistrat.
en fait. C'est vraiment l'autorité au-dessus qui confirme bien qu'il y a un obstacle médico-légal sur le défunt et qui nous donne l'autorisation de pouvoir prendre en charge le corps et de pouvoir l'évacuer vers un institut médico-légal ou en tout cas des pompes funèbres le temps que l'autopsie soit datée. Et là, en l'occurrence, c'était quoi le contexte un petit peu de l'accident ? En fait, le problème de ça, c'est qu'on ne sait pas toujours en fait ce qui se passe plus ou moins dans l'accident parce que c'est un peu le but de l'accident. Hein. Parfois, ça peut être intentionnel, parfois non. Parfois, quelqu'un peut s'endormir simplement ou alors quelqu'un qui est sur son téléphone, hein, malheureusement, c'est bien connu. Ou sous alcool, ça, malheureusement, on n'a pas les informations puisque c'est ce qui va être déterminé par l'autopsie quand ils vont faire un examen du corps pour savoir si la personne avait bu, s'il avait pris des stupéfiants et compagnie. Nous, quand on est arrivé, on a juste l'image du coup des 3 camions impliqués. La personne en tout cas qui est décédée et c'est tout en fait on a vraiment rien de plus en tout cas dans du contexte. Eux-mêmes essayent de chercher une explication aussi pour savoir s'ils roulaient trop près, si voilà et ça a freiné, ils se sont rentrés dedans, voilà et en fait ça c'est ils le savent qu'après du coup quand ils interrogent du coup les personnes qui sont encore présentes pour avoir Oui, sur le moment, toi, t'as pas plus d'explications parce que même eux n'en ont pas forcément. Voilà, c'est ça. Ils en savent pas davantage. Non. C'est quoi pour toi, la mort la plus trash visuellement? Est-ce que c'est par pendaison, les tirs d'armes à feu, mort naturelle avec décomposition du corps, ou alors tout à l'heure tu parlais justement des chemins de fer qui sont, on le sait, très violents. C'est quoi pour toi la mort la plus difficile à voir visuellement? Je dirais que c'est les corps en état de décomposition. En fait, on n'est pas censé voir cette partie de décomposition, en fait, puisque finalement, c'est censé se passer dans le cercueil et sous terre. Donc, en fait, quand on est face à ça, du coup, au-delà de l'odeur du corps, on a vraiment cette phase de décomposition du corps qui passe par toutes les couleurs. Selon le stade par lequel il a avancé, il y a la formation de vers. Voilà, donc c'est idéal quand on a envie de faire de la pêche, mais j'avoue que moi, ça me tente pas trop. Oui, c'est ça pour toi le plus dur à voir, ouais. C'est les états de corps en décomposition. Oui, parce que vraiment, c'est vraiment cette partie qui est vraiment pas très beau à voir finalement. Et où voilà, quand on a vraiment des vers qui remplissent le corps, mais en plus, c'est vraiment par milliers, hein, c'est-à-dire qu'il y a des tas énormes de vers. Et qui grouille en fait finalement partout et c'est vrai que bon on s'habitue hein, à l'odeur, l'humain s'adapte à tout, mais le problème c'est que quand il est 7h du matin et qu'on est face à ça, je vous avoue que c'est pas... Ouais, on commence difficilement là. Voilà, c'est ça. On se dit ça y est, on est directement dedans et on est face à ça, donc en tout cas c'est pas le genre de choses qu'on adore faire, en tout cas par rapport à notre travail quotidien, même si ça fait partie de notre quotidien, c'est vraiment pas la meilleure des parties parce que voilà, l'odeur est présente, ça s'accroche aussi sur nous. Ouais, cette odeur est assez prenante, quoi. Parce que toi, justement, selon les lieux ou les façons dont les personnes sont décédées, est-ce que toi, tu as une tenue qui change? Parce que tout à l'heure, tu parlais que tu avais un équipement avec un treillis, un uniforme entre justement le policier et le pompier. Est-ce que là, quand tu arrives sur des scènes de crime ou justement, où il y a des corps en décomposition, j'imagine forcément que tu dois avoir l'équipement qui va avec. Oui, complètement. En fait, on a la même tenue que la police scientifique, notre petite combinaison blanche. On a des masques à cartouche qui nous permettent aussi de respirer plus facilement puisque voilà, l'odeur est quand même prenante et c'est surtout que ça peut être un peu toxique dans le sens où on peut tomber malade en fait par ces inhalations d'odeur finalement. Donc voilà, on se protège vraiment au maximum, on porte des gants évidemment, des surchaussures pour vraiment se salir le moins possible. Oui, et puis aussi peut-être quand c'est des scènes de crime, pas polluer aussi les scènes de crime. Exactement. Par rapport aux scènes de crime, voilà, c'est obligatoire dans le sens où on ne peut pas venir polluer voilà, la scène. On doit vraiment respecter les protocoles d'hygiène, de sécurité, vraiment pour ne pas salir le lieu et le défunt. Et toi, tu parlais justement des risques que tu pouvais prendre quand tu es sur des lieux avec des corps en état de décomposition. Quels sont vraiment les risques que tu encours quand tu es sur ce genre de scène et si tu venais à être à toucher ou sans avoir les protections ou à inhaler des reflux, je sais pas si c'est vraiment des reflux de corps. Justement, en fait, on peut se mettre en danger. Dans le sens où le staphylocoque doré est très présent. Si on attrape ça, c'est la mort assurée, puisque ça ne se soigne pas, surtout quand ça attaque au niveau des poumons.
Donc d'où l'importance de porter des masques en permanence, en tout cas pour ne pas se rendre malade finalement. Faut faire attention aux coupures également, parce que ce qu'il faut savoir aussi, quand par exemple c'est des squelettes, les os ça coupe, c'est très coupant. D'accord. Sur les voies ferrées, quand la personne est en pièces détachées, les os sont coupants, donc il faut faire attention de ne pas se couper avec un os au niveau des mains, de par le VIH, les hépatites, enfin voilà, toutes les infections, en tout cas transmissibles par le sang. Donc voilà, on prend vraiment nos précautions absolument. Ensuite, on peut aussi prendre des fluides dans les yeux. Donc c'est pareil, tout ce qui est au niveau muqueuse, c'est pareil, c'est très infectieux. Donc non, on fait attention. On peut avoir des ports de lunettes pour éviter voilà, les projections. Et on a surtout un kit AES qui du coup permet de faire les premiers soins en cas de projection fluide du coup. Pour le moment, ça n'est jamais arrivé en tout cas dans notre entreprise, puisqu'on essaie vraiment d'être pro et de faire attention. Le but, c'est pas de faire ça rapidement et de se dépêcher. Le but, c'est d'être pro, de faire attention, que ça soit à nous ou même aux défunts, puisque voilà, on est là pour respecter aussi le corps. Donc nous, qu'on mette 1 heure ou qu'on mette 4 heures, on n'est pas pressé par le temps finalement. Et est-ce que vous avez une formation un petit peu spécifique par rapport à ces risques-là ? Parce que tu me disais tout à l'heure que dans ton entreprise, ce qui aussi t'a permis d'y rentrer, c'est qu'il n'y avait pas forcément de formation nécessaire. Est-ce que là, pour ce cas spécifique, être préparé justement à ce genre de choses, est-ce qu'on t'y prépare ? Oui, bien sûr. En fait, on a la chance dans notre entreprise, c'est de pouvoir du coup passer des modules. Donc que ça soit sécurité, les gestes et postures, sur la conduite également, sur voilà, tous les différents protocoles à respecter sur les lieux différents. Et donc on apprend ça sur une durée à peu près 2 mois. Même si on a des modules, c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend finalement. Tout à l'heure, tu parlais des corps en état de décomposition avancée. Tu évoquais justement les crues. Est-ce que toi, tu as déjà été amené à avoir justement des corps qui avaient été retrouvés, que ce soit par exemple dans des rivières ou dans des points d'eau, et qui étaient justement dans des états de décomposition avancée à cause de l'eau, autre que les crues? Effectivement, les noyades, il y en a beaucoup, que ça soit dans la Seine, dans peu importe les rivières, les fleuves, on en fait beaucoup malheureusement. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a une méthode qui est différente? Parce que je suppose que vous êtes obligé d'intervenir avec des bateaux. Oui, sur ce genre d'intervention, en tout cas pour ce qui est des noyades, c'est pas nous qui allons dans l'eau, hein, évidemment. D'accord. On fait appel à des plongeurs, donc en général c'est les pompiers qui s'en chargent, ou en tout cas la police, ils ont des plongeurs aussi. Donc c'est eux qui se chargent d'aller chercher le corps et en tout cas de nous le sortir sur le bord de la route pour que nous, on puisse prendre en charge du coup le défunt dans de bonnes conditions. Même quand ça va être justement que des ossements? Oui, complètement. Par exemple, si un ossement va être retrouvé au fond d'un puits, on va pas descendre et se mettre en danger. On n'est vraiment pas équipé pour ça. On n'est pas formé pour ça non plus. Donc là, vraiment, c'est soit les grimpeurs, soit voilà, les pompiers. Ils ont des équipements et en tout cas, ils sont formés pour ça, eux. Donc c'est eux qui nous sortent les eaux ou de ce qu'il en reste jusqu'à la surface où c'est atteignable pour nous. D'accord, pour que vous puissiez à ce moment-là récupérer... C'est ça. D'accord. Et tu interviens également en prison. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous raconter une mission en milieu carcéral qui t'a marqué? Oui, bien sûr. On intervient du coup dans toutes les prisons d'Île-de-France. On a des contrats très particuliers et ça, c'est plutôt intéressant dans le sens où on n'a pas l'habitude d'y aller. Enfin, en tout cas, moi, je n'avais jamais mis les pieds jusqu'à maintenant. Donc, c'est très intéressant dans le sens où on rentre vraiment dans la prison. Donc, vraiment sur le lieu du décès. Donc, en général, c'est dans leur cellule hein, parce que les prisonniers ne peuvent pas sortir très loin. On est entouré par les agents pénitentiaires vraiment du début à la fin. Ce qui est assez drôle, c'est que quand on rentre dans la prison, ils nous fouillent, nous et notre camion, pour être sûr qu'on n'amène rien de l'extérieur, voilà. Évidemment. Donc nous, on est fouillés. Donc moi, la toute première fois où j'étais en prison, en fait, on passe dans les portiques de sécurité. Et du coup, moi, je sonnais. Donc eux, ils sont obligés d'être, de prendre leur sécurité. Donc ils m'ont quasiment fait déshabiller pour être sûr que j'avais rien sur moi, quoi. Et qu'est-ce qui sonnait? En fait, c'était mes barrettes de cheveux. Ah mince. Qui sonnait et en fait on a fini par s'en rendre compte parce que j'ai commencé à me retrouver pieds nus à moitié déshabillée
Et en fait, c'était juste des simples barrettes que j'avais dans les cheveux. Donc en fait, quand je les ai retirées, je sonnais plus finalement. Donc voilà, c'était assez drôle. Donc et voilà, ils nous ont accompagnés jusque sur le lieu. Donc faut savoir que du coup, dans les prisons, on est souvent accompagnés de magistrats, procureurs. Voilà, ils se déplacent en tout cas dans ce milieu puisque les personnes sont détenues. Donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et pour qu'ils puissent vraiment avoir toutes les circonstances du décès, ils se déplacent pour constater d'eux-mêmes les faits. Pour qu'eux puissent se justifier ensuite. Je suis déjà rentrée dans une cellule de prisonniers, voilà, avec le corps dedans. Et puis voilà, donc c'est pareil, c'est très étroit. Donc c'est difficile pour nous aussi parfois, puisque c'est selon la corpulence du corps, ça peut être compliqué pour nous. Donc, mais on se débrouille très bien. Parce que vous êtes plusieurs. On n'est que 2. Ah ouais. On intervient toujours à 2, en tout cas sur peu importe. Même depuis que tu es chef d'équipe. Oui. D'accord. Toujours. C'est-à-dire que toi, en tant que chef d'équipe, tu interviens avec un autre agent qui, lui, est transporteur médical. Classique, ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et la plupart du temps, j'imagine que c'est plutôt des suicides. Est-ce que c'est... Ou pas forcément? Pas forcément. Alors, il y a beaucoup de suicides en prison, hein, effectivement. Mais il y a aussi des meurtres. Donc, entre les co-détenus, voilà, ils s'entretuent, hein, malheureusement. Et donc voilà, on intervient dans toutes les prisons de l'Île-de-France. Et est-ce que d'entrer justement dans le milieu carcéral, ça t'a fait prendre du recul, toi qui voulais justement être agent pénitentiaire, est-ce que ça t'a permis de voir vraiment la réalité du terrain, mais sous un autre angle, puisque tu n'y interviens que occasionnellement, justement, lors de ces interventions-là? Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'es arrivée là-bas, de voir leur métier, justement? Oui, justement, en fait, quand je suis rentrée la première fois dans une prison, vraiment... je me croyais comme une enfant à Disneyland. Hein. En fait, c'est hyper impressionnant. Les plafonds sont hauts, les couloirs sont immenses. Enfin, vraiment, c'est comme dans les films. Hein. Clairement, c'est tout pareil. Et c'est hyper impressionnant. Et puis voilà, le fait d'être vraiment accompagné en permanence d'agents pénitentiaires, parce qu'ils sont environ 4 ou 5. Ils sont jamais seuls. Nous, on n'est jamais seuls. Et voilà, jusqu'au lieu, on est toujours accompagnés. Donc, on passe de porte en porte. Voilà, et c'est toujours refermé derrière nous pour éviter toute évasion. De prisonniers. Bon, après, on voit pas trop les détenus, alors parce qu'en général, soit ils sont à l'extérieur, ou soit ils sont enfermés dans un autre couloir, voilà, pour qu'il y ait moins de visibilité possible. Mais c'est intéressant aussi de voir leur monde, en fait, finalement, puisque c'est pas un lieu dans lequel on va et dans lequel on a la possibilité d'entrer, en tout cas, puisque c'est hyper fermé, et tant qu'on n'est pas agent pénitentiaire, on ne peut pas rentrer dans une prison comme ça, quoi. C'est pas un lieu de touristes où on peut visiter, quoi. Évidemment. Et tu travailles aussi avec des militaires, tu fais donc des rapatriements. Est-ce que tu peux nous parler d'une mission qui sortait un petit peu de l'ordinaire, et surtout qu'est-ce que tu dois faire exactement quand c'est lié justement à l'armée? Alors ça, effectivement, c'est pareil. On a beaucoup de contrats avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Donc les militaires, on en fait beaucoup. On fait beaucoup de réapatriements, en tout cas ceux qui sont décédés à l'étranger. On intervient à l'aéroport. Donc, ou soit sur les bases aériennes, comme à Vélizy, il y a une base aérienne militaire. Et on intervient aussi sur Strasbourg, Luxeuil-les-Bains plus précisément, où il y a aussi une base aérienne. Il y en a une également à Orléans, pareil, une base aérienne où parfois ils ne sont pas toujours répatriés à Charles de Gaulle ou je ne sais où. Donc toi, tu es obligé d'aller jusqu'à Strasbourg? Voilà. Jusqu'à Strasbourg. On en a une aussi à Istres, dans le sud. D'accord. Donc, en fait, selon où le corps va être réapatrié, donc ça, c'est pas nous qui décidons, malheureusement, c'est eux. Donc, nous, on a l'heure de l'arrivage de l'avion. Donc, on doit être présent avant, en tout cas, que l'avion atterrisse sur le tarmac. Donc ça, c'est pareil, c'est très particulier et c'est hyper intéressant dans le sens où, du coup, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps et qu'on n'a pas, en tout cas, la possibilité de faire quand on est des pompes funèbres classiques. On intervient donc vraiment sur le tarmac de l'aéroport, en tout cas de chez eux, où voilà, on est accompagné de beaucoup de militaires, de gradés, vraiment beaucoup de monde. Et on est au pied de l'avion, donc les avions militaires, ils sont énormes. On les voit pas toujours. Pareil, c'est des avions qu'on voit pas tout le temps. Et donc, moi, j'ai eu la possibilité, du coup, de rentrer dans cet avion, du coup, pour aller chercher le cercueil du militaire, puisqu'ils sont transportés en cercueil fermé. Enfin, c'est plus des caisses que des cercueils.
Mais voilà, les cercueils sont scellés. Il faut savoir que c'est très lourd. Ça a un poids d'environ 250 kg, 300 à peu près. Wow, c'est hyper lourd. Là, on n'est pas deux. La plupart du temps, il y a toujours des militaires qui sont là pour nous aider. Et parce que aussi, c'est un peu leur... C'est l'univers un petit peu militaire aussi et leur façon de faire. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont là pour nous aider parce qu'ils veulent aussi. On les laisse faire, ils nous aident et volontiers. Dans tous les cas, on ne peut pas soulever 300 kilos à deux. C'est impossible. Il faut se mettre à l'évidence. Voilà, on rentre dans l'avion. On porte en général à 6, voire à 8 le cercueil parce que c'est pareil, il faut que ça soit porté correctement. Il faut qu'on soit tous à la même hauteur. Enfin, voilà, il y a vraiment des protocoles à respecter. Il faut que ça soit très pro. Donc, on le descend de l'avion. Ensuite, tous les militaires sont en ligne. En tout cas, tous ceux qui sont présents, parce qu'ils font leur cérémonie en général après, mais en tout cas, à l'arrivée de l'avion, il y a toujours beaucoup de militaires qui sont présents en ligne. Et ensuite, on pose le cercueil en plein milieu, sur des tréteaux. Ils font leur petite cérémonie voilà, de recueillement auprès du militaire, en tout cas, qui est décédé. Et ensuite, du coup, on y dépose un drapeau français. Enfin, eux le font pour leur cérémonie, mais nous, on en a un, en tout cas pour le transport. On échange, en fait, de drapeaux. Ou parfois, des fois, ils nous le laissent, ça dépend, on n'a pas forcément besoin de sortir le nôtre. Et ensuite, on le met dans notre véhicule. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, notre véhicule, alors, il est adapté pour, puisque du coup, on a des contrats pour ça. Mais par contre, soit on retire nos brancards, ou sinon, ils peuvent pas passer, hein, évidemment. La conséquence de la caisse fait que c'est pas possible. Donc, soit on retire nos brancards, ou alors on en laisse juste un seul pour qu'on puisse le mettre en plein milieu. Et pour que du coup ça prenne vraiment toute la place du caisson à l'arrière et que voilà, il soit en toute sécurité et qu'il n'y ait pas de problème et que ça soit pas non plus abîmé par les secousses du camion, quoi. Oui, parce que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais toi, dans ton camion, qu'est-ce qu'on y trouve et dans quel contenant est-ce que vous transportez justement les corps, peu importe leur état d'ailleurs, entre justement le lieu où vous récupérez le corps et les pompes funèbres les plus proches? On intervient seulement en visage découvert. On n'a pas de cercueil, on les met simplement en housse mortuaire. D'accord. Voilà, qui sont parfois scellées, parfois pas scellées. Donc, tu as des housses mortuaires qui sont déjà prêtes, oui. Des brancards, oui. Et quand c'est justement que des ossements, vous les mettez quand même dans des housses mortuaires? Oui, toujours. En fait, peu importe la circonstance du décès, peu importe l'état du corps, en tout cas, il est toujours transporté en housse mortuaire, scellé ou non. Mais voilà, on n'a vraiment pas de cercueil à notre disposition. On a du matériel, mais on n'a pas en tout cas de cercueil. Vu qu'on n'est pas en fait des pompes funèbres et que c'est pas nous qui nous chargeons en tout cas des obsèques, nous on est vraiment simplement là pour le transport, donc on les met simplement en housse. Oui, l'étape du cercueil arrive bien après le processus. Ouais. Et sauf dans le cas où justement c'est des militaires, et dans ces cas-là, c'est pas vraiment des cercueils en fait, comme tu disais, c'est plutôt des gros contenants, enfin des grosses boîtes en quelque sorte. C'est ça. D'accord. Et là, vos camions sont quand même adaptés à ça? Oui, en fait, on a vraiment une installation de véhicules qui est incroyable, où justement on peut mettre en tout cas ce genre de contenant, donc vraiment des caisses qui sont énormes, que ce soit en largeur ou même en hauteur. Voilà, c'est vraiment adapté pour ça, quoi. Tu interviens, on le disait, parfois directement sur les scènes de crime. Dans quel cadre exactement? Nous, on intervient du coup toujours pour prendre en charge le corps, donc on fait attention à la scène. On peut être aussi amené avec certains policiers de la scientifique, parce qu'on les connaît à force, hein, c'est toujours les mêmes, ils sont pas énormément. Et on crée aussi un lien avec les policiers et du coup, on peut être amené à les aider, donc à pouvoir prendre des photos, à tenir la petite règle millimétrée pour qu'eux puissent prendre les photos. Voilà, on pose les petits plots ou alors, la plupart du temps, ils sont déjà posés, mais soit on en rajoute ou alors on les retire avec eux. Alors là, parce que nous, dans tous les cas, tant qu'on n'a pas l'autorisation de partir, en fait, on est là. Donc, en fait, on essaye de se rendre utile, on essaye soit de les aider, ou alors on reste en retrait, vraiment, c'est libre choix. Mais la plupart du temps, vu qu'on aime notre travail, genre vraiment, on veut pouvoir apprendre davantage et de pouvoir les aider. Je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir le faire, en tout cas. Ça te permet vraiment, en fait, avec ton métier, de toucher finalement à plein de domaines qui t'intéressent, parce que tu peux intervenir en prison et tu as un peu le métier un peu d'agent pénitentiaire en quelque sorte. Pareil avec les militaires, où ça te permet de découvrir les avions, comment eux bossent, comment eux travaillent, etc.
C'est vraiment hyper intéressant et c'est ça aussi qui te plaît, je suppose. Oui, complètement, parce que du coup, c'est hyper diversifié. On a beaucoup de contrats différents et qui nous permettent du coup d'aller dans des lieux où personne ne va. Et en tout cas, des pompes funèbres classiques n'iront jamais, puisque du coup, c'est pas adapté et ils n'ont pas aussi forcément le matériel adéquat pour intervenir. Je suis déjà intervenue chez des personnes corpulents, environ 360 kilos. Donc c'est pareil, en tant que pompe funèbre, il faut pouvoir avoir le matériel conséquent. La plupart ne l'ont pas, puisque c'est pas commun, c'est pas tous les jours. Mais voilà, nous on est formés pour et on a le matériel pour. Donc du coup on intervient voilà, sur des corps qui parfois font 200, 300 kilos. Et c'est pareil, donc on prend en charge de la même manière, mais les pratiques sont différentes. Et du coup on intervient soit à 2 ou 3 équipes, selon le poids évidemment, hein, parce qu'à 2 on ne peut pas faire ça. Mais voilà, les situations font que on se dépasse et on apprend aussi d'autres techniques de travail, puisque c'est pareil, on pourra en revenir à la théorie, c'est bien beau la théorie, mais sur le terrain c'est pas toujours facile. Ouais. Et par rapport justement à ces interventions musclées pour des personnes obèses, est-ce que vous êtes préparé? C'est-à-dire que là, tu disais que vous arrivez avec des équipes beaucoup plus conséquentes. Vous êtes quand même prévenu de ce cadre qui est un petit peu insolite. Oui, complètement. Et puis parfois, ça nous arrive aussi que le corps ne passe pas les portes. Sauf que le corps, nous, il faut qu'on puisse le sortir. Donc ça nous arrive aussi de faire appel à des grutiers pour qu'ils puissent sortir le corps avec une grue. Donc ça peut être hyper impressionnant, mais malheureusement on n'a pas le choix, puisque en fait si ça passe pas les portes, il faut bien qu'on sorte par la fenêtre, ou en tout cas par un endroit qui fait que le corps puisse être évacué, quoi. Et c'est déjà arrivé justement que tu sois obligé de faire ça de passer un corps par la fenêtre. Dans ces cas-là, c'est sur des brancards, c'est ça? Oui, en fait ce cas-là par la grue. Donc ça c'est pareil, c'est très difficile aussi de les faire intervenir parce que c'est pas leur travail, ils ont autre chose à faire. Et ce que je comprends, hein, c'est ok, mais en fait nous on a besoin, nous on a besoin de ça, on a besoin d'intervenir et le corps voilà il peut pas rester là en fait, et on a besoin de ce genre de service en tout cas pour que la personne soit sortie en sécurité d'une certaine manière aussi. Faut pas qu'elle soit abîmée, parce que forcément un corps de 300 kilos mal transporté, ça peut être très compliqué. Voilà, il ne faut pas qu'on lui laisse des traces sur le corps de brutalité, alors qu'il ne l'est pas finalement. Hein. C'est simplement le fait de pouvoir transporter le corps dans de bonnes conditions, on va dire. D'accord. Et quand toi, tu arrives sur une scène de crime, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Raconte-moi un peu justement le crime qui t'a le plus marqué. Il y en a eu 2. Une jeune de 14 ans et sa mère qui se battaient à coups de couteau de cuisine. Et ça, c'était dans quelle zone, cet épisode-là? En Seine-et-Marne, une ado de 14 ans avec sa mère à coups de couteau de cuisine. Alors, je pense qu'ils étaient en conflit, hein, sans doute, ou elle se bagarrait pour quelque chose certainement ridicule. Enfin, on n'a pas forcément ce contexte, en tout cas, on ne sait pas, mais les 2 corps ont été retrouvés par le petit frère de 9 ans en sortie d'école. Voilà. Parce qu'en fait, toutes les 2 étaient du coup décédées. Des coups de couteau réciproques. Voilà. Donc elles en avaient énormément. Donc en fait, quand on arrive en fait sur ce genre de scène, on arrive. En fait, ça peut être choquant d'une certaine façon, parce qu'en fait, il y a vraiment du sang partout. On se croirait vraiment dans un film d'horreur. Il y en a sur les murs, sur le mobilier. Il y en a par terre beaucoup, parce qu'en fait, on a quand même beaucoup de litres de sang dans notre corps. Donc forcément, tout ce sang, il est évacué par les plaies. Et donc on se retrouve sur une scène avec du sang partout, quoi. Donc, faut pas avoir peur du sang aussi dans notre travail. Ouais. Oui, il faut être préparé justement à ça, parce que c'est pas toujours des morts, on va dire, naturelles, ça c'est évident, mais ou des morts non sanglantes, quoi. C'est ça. Et ensuite, une dame qui échappait au coup de son conjoint, qui a demandé de l'aide, en tout cas, dans l'immeuble. Donc elle est sortie, elle avait déjà pris des coups de couteau elle aussi, mais avant de mourir, elle est sortie dans le couloir, elle a tapé à toutes les portes, elle a essayé en tout cas de trouver de l'aide, personne n'a répondu, donc elle est décédée dans le couloir, mais en fait quand on arrive sur le lieu, on voit la scène, parce que du coup il y a des traces de sang partout sur les murs, sur les portes, on voit qu'elle a tapé à certaines portes avec du sang sur les mains, et au final personne
a répondu en tout cas à ses cris. Pourtant, quelqu'un qui crie dans un immeuble, techniquement, on l'entend. Donc, personne ne l'a aidée. Elle s'est retrouvée décédée dans le couloir. Et il y avait sa fille de, pareil, 14-16 ans, qui elle aussi avait pris des coups de couteau du conjoint, mais qui a réussi à s'enfuir. Par contre, qui est décédée à l'hôpital de ses blessures. Oh là là. Donc ça, c'est assez tragique, puisqu'on a intervenu sur le lieu pour la maman et à l'hôpital pour la petite, du coup. Oui, dans ces cas-là, vous avez suivi justement l'affaire et vous avez eu les deux... vu que en fait, c'est la même affaire, finalement, en fait, on a été obligé d'aller chercher le corps de la petite à l'hôpital, puisque ça concernait la même affaire. Et vu que c'est un homicide, évidemment, on est obligé de transporter en tout cas le corps de la petite hors de l'hôpital, puisqu'il faut qu'elle aussi ait un examen médico-légal avec une autopsie. C'est ça. D'accord. De voir ces scènes-là, d'autant plus quand toi tu es une femme, est-ce que c'est des choses qui te marquent plus que d'autres ? Oui, d'une certaine façon, puisque forcément, les violences conjugales, c'est bien connu. J'ai connu ça moi-même, donc... Toi, quand tu arrives donc sur des scènes de crime, on parlait justement des féminicides ou alors des crimes qui impliquent justement des femmes victimes. Statistiquement, tu arrives à voir un petit peu qui sont en général les gens impliqués et quel est le schéma un petit peu. Est-ce qu'il y a un schéma qui se répète sur les crimes ? Oui, bien sûr. Sur les crimes, de toute façon, les stats en parlent d'eux-mêmes. La plupart du temps, c'est beaucoup des hommes. Alors, je dis pas, les femmes... aussi en font partie, mais voilà, en globalité, c'est surtout des hommes, des pères de famille. Je suis déjà aussi intervenue sur des infanticides. Des infanticides, c'est très fréquent, malheureusement. Dans d'atroces circonstances, j'ai déjà été amenée à récupérer 2 enfants âgés de 3 ans et 5 ans dans un champ, tués à de nombreux coups de couteau par le père. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Enfin... Et la plupart du temps, quels sont justement les motifs ? Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à commettre des crimes ? Je sais pas exactement, puisque du coup, on n'a pas trop ce côté enquête du coup de la police. Mais la plupart du temps, on sait que c'est parce que le père ne veut pas que la femme ait la garde de ses enfants. En général, il y a beaucoup de divorces qui sont impliqués aussi dans ça. Donc, c'est vraiment des conflits... familiale en fait finalement. En gros, tu garderas pas tes enfants, donc je vais tuer toi et tes enfants, ou alors que tes enfants pour faire comprendre que du coup personne n'aura la garde des enfants et faire souffrir aussi la personne, absolument, oui. Il y a des images qui te restent encore aujourd'hui dans la tête, même des années après ? Pas spécialement, je vous avoue que par rapport à ça, en fait on en fait tellement et c'est tellement notre quotidien et qu'on est tellement détaché de ça. Moi je me souviens quasiment pas du tout de mes interventions en fait. On s'en souvient un peu vaguement comme ça, mais j'ai pas en tout cas d'image qui me choque puisque j'ai aussi choisi ce métier, personne ne m'a forcé. Et je suis tellement détachée que j'en fais pas des cauchemars. Et heureusement, sinon je pourrais vraiment pas faire ce métier. Et on pourrait pas faire ce métier puisque chez nous, on vient pas parce qu'il y a de la lumière, quoi. On sait à quoi s'attendre, on sait à quoi on va être amené et que ça peut être aussi dur psychologiquement. Donc faut avoir une force de caractère qui fait que voilà, c'est vraiment pas fait pour tout le monde en tout cas ce métier. Est-ce que toi, en arrivant sur une scène où on indique que le défunt est décédé dans des circonstances normalement naturelles, est-ce que c'est déjà arrivé que toi et ton coéquipier, vous décelez justement une mort suspecte et que vous soyez acteur ou justement que vous aidiez la police en leur indiquant que pour vous, il y a quelque chose de suspect et qui aurait pu mener qu'une enquête soit ouverte ? Alors techniquement, non, on n'est pas amené et on n'a pas en tout cas les qualités pour dire que voilà, c'est un meurtre, il faut faire une enquête, voilà. On n'a vraiment pas ce truc-là, mais par contre c'est déjà arrivé effectivement que sur un corps qui paraissait banal, en fait en tournant le corps, en fait il avait des traces de couteau dans le dos, sauf qu'en fait quand ils avaient fait leur constatation, ils n'avaient pas tourné le corps, donc en fait ils n'avaient pas vu qu'ils avaient des traces dans le corps, donc en fait on a dû réappeler la police scientifique pour qu'ils puissent revenir sur le lieu et reconstater ça, puisqu'on voyait bien qu'il n'était pas mort naturellement en fait. Oui, ça change totalement justement le cheminement de l'enquête pour eux, parce que s'ils vous appellent pour une mort naturelle et qu'en fait, comme tu dis, ils n'ont pas retourné le corps, toi, tu es obligé de les rappeler et en fait, du coup, de rester sur place le temps qu'eux refassent toutes ces nouvelles constatations. Exactement, du coup, ils sont obligés de recommencer dans l'intégralité l'examen du corps externe, en fait, finalement. Et d'où l'importance aussi d'avoir un policier avec nous.
présent en fait lors de la prise en charge, puisque du coup nous on va manipuler le corps, on va lui mettre un bracelet, on va vérifier qu'il ait rien sur lui, enfin voilà, on vérifie vraiment l'intégralité du corps, et donc voilà, quand nous on retourne le corps, forcément on voit aussi ce qui se passe derrière, donc oui, on est obligé de rappeler la police scientifique pour leur dire qu'il y a certainement un problème, quoi. Parce que en fait la police scientifique, eux, quand ils arrivent sur place, ils n'ont pas le droit de tourner un corps ou d'y toucher? Si, bien sûr, ils ont le droit, et justement, ils sont censés le faire. Parfois, c'est simplement soit que le corps est trop corpulent, ou alors, s'ils interviennent tout seuls aussi, c'est compliqué de tourner un corps seul quand on n'a pas les instructions, si on peut appeler ça comme ça, pour pouvoir déplacer ou tourner un corps. Et puis aussi peut-être parce que quand eux ils arrivent et qu'ils sont persuadés que en fait la personne est décédée d'une mort naturelle, oui. Ils se disent pas qu'il faut faire plus d'investigations, ou ils décèlent pas forcément le côté homicide tout de suite aussi. Oui, bon après c'est quand même normalement dans leur compétence. C'est dans leur protocole aussi. Voilà, c'est leur protocole, c'est leur compétence, c'est à eux de découvrir si effectivement c'est une mort naturelle ou non. Mais voilà, parfois ils nous attendent aussi, puisque du coup comme ça c'est plus facile pour eux, c'est plus facile pour tout le monde, et c'est beaucoup plus rapide aussi du coup pour manipuler le corps facilement. Et la première fois que tu as transporté un corps, est-ce que tu t'en souviens et qu'est-ce que ça t'a fait? La première fois c'était un noyé au château de Vaux-le-Vicomte. Un employé du château qui a essayé de nettoyer les tubes d'évacuation d'eau qui mènent aux sortes de lacs. Enfin, c'est pas vraiment des lacs, c'est une sorte de piscine, de bassin, autour du château. Et en fait, il est tombé, et en fait, il a été aspiré du coup par le tuyau, et il est resté bloqué à l'intérieur du tuyau. Voilà. Donc ça, c'était vraiment ma toute première intervention. Donc c'était hyper intéressant, et en même temps c'était c'est marquant forcément. Oui, parce que c'est vraiment ma première intervention, donc je m'en souviens direct plongé pour le coup dans le bain. C'est ça. Sans mauvais jeu de mots. C'est ça. Et dans ces cas-là, là pour le coup, vu que c'était dans l'eau, est-ce que donc il y avait eu des plongeurs, pompiers ou policiers qui s'étaient eux chargés de sortir le corps de ce fameux tuyau d'évacuation du coup? Oui, toujours. En fait, dès que ça touche l'eau, en tout cas en profondeur ou non, il y a toujours des plongeurs, il y a toujours des pompiers en tout cas qui eux sortent le corps pour le mettre justement sur le côté en tout cas du bassin, pour que nous on n'ait pas à aller dans l'eau, quoi. Combien de temps dure en moyenne un transport, et ça dépend de quoi? Alors ça dépend de beaucoup de choses. Je dirais qu'en moyenne un transport dure 3 heures. Au moment de l'appel, notre déplacement, savoir qu'on a un délai de 2 heures à respecter pour intervenir. Ensuite, la prise en charge, la dépose de corps en institut médico-légal, ou en tout cas chez les pompes funèbres, plus ou moins notre retour, voilà, ça dure environ 3 heures. Mais parfois, on peut être amené à durer 5 heures, 8 heures, même toute une journée entière, bloqué au même endroit, puisque selon les conditions, tant qu'on n'a pas l'autorisation, vraiment, on ne peut pas bouger, donc ça peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et dans ces cas-là, vous avez un lieu spécifique, un endroit où vous devez les transporter, parce que tu parlais d'un institut médico-légal ou de pompes funèbres. Oui. En fonction de quoi est-ce que tu choisis si tu dois aller vers l'un ou vers l'autre, et qu'est-ce qui te fait décider Alors, c'est pas nous qui décidons, dans le sens où c'est le magistrat, en fait, à partir du moment où il va décider s'il y a un obstacle médico-légal et le lieu où la personne est décédée, en fait, nous, on va aller en fonction de là où c'est destiné. En fait, chaque département, chaque secteur a un lieu bien précis où aller. On essaie d'aller au plus proche aussi, effectivement, dans le sens où il faut qu'on respecte une zone de 30 km sur le lieu de décès. D'accord. Mais ça nous arrive d'aller plus loin si malheureusement soit les pompes funèbres sont pleines ou alors parce que on est obligé d'aller plus loin selon les circonstances. Par exemple, des corps qui vont être qui sont décédés dans l'Yonne, par exemple, dans le 89, vont devoir être rapatriés sur Paris, puisque du coup le lieu d'autopsie c'est sur Paris, en tout cas dans le 91, donc on les ramène en tout cas ici au plus proche jusqu'à la date d'autopsie. Ensuite, voilà, l'examen est fait, donc on attend la fin de l'autopsie, et ensuite on le ramène du coup dans le département où en tout cas la famille réside, pour qu'eux puissent faire les obsèques ensuite du coup. Ah oui, donc c'est toi et ton équipe qui êtes chargés de faire aussi le transport retour. Bien sûr, bien sûr.
Ouais, donc c'est très complet et dans ces cas-là, tu es obligé de suivre ce transport-là sur plusieurs semaines parfois. Parfois, oui, parce que des fois, ça peut durer très longtemps, comme ça peut être très rapide. Et les dates, c'est sur rendez-vous, si on peut appeler ça comme ça. Donc, il y a des dates prévues. Donc, voilà, on peut décéder le 13 et avoir son autopsie 3 semaines après. En fait, ça va dépendre du nombre de décès qu'il y a avant, en fait, cette procédure, quoi. Et peut-être aussi de la nature des faits. La nature des faits également, oui. En fait, il faut savoir que du coup, tout ce qui est homicide, ça passe en premier. Donc forcément, ça va décaler les autres. Donc ça peut prendre du temps pour des morts plus classiques et plus naturelles en tout cas. Et selon toi, quelle est la qualité principale qu'il faut pour faire ce métier? Je pense qu'il faut être humaine avant tout, avoir du courage et garder son sang-froid, avoir une bonne gestion du stress et être bienveillante. Je pense que c'est important. Et toi, du coup, tu n'es pas amenée forcément à voir les familles, puisque dans le transport, sauf si... est-ce que c'est déjà arrivé sur des scènes de crime qu'il y ait encore la famille? Tout à l'heure, tu prenais l'exemple d'un enfant. C'était lui qui avait du coup découvert le corps de sa mère et de sa sœur. Est-ce qu'il était présent quand toi, tu étais arrivée? Non, bien sûr que non. Sur ce genre d'homicide, en tout cas de crime, les personnes, la plupart du temps, sont transportées vers un service psychologique parce que c'est déjà important. C'est choquant et je pense que ce gamin doit être choqué à vie de découvrir sa propre famille entretuée dans le salon. Enfin voilà, je pense qu'on n'en garde pas une bonne image. Mais voilà, la plupart du temps, on est vraiment en retrait, c'est-à-dire qu'on a zéro contact en tout cas avec la famille, mais parfois ça peut arriver d'en avoir étant donné que ils sont pas toujours informés de ce qui se passe et pareil de voir autant de monde chez eux ça peut ils ont besoin de réponses en fait finalement, donc on garde quand même ce retrait parce que c'est pas à nous de le faire, c'est à la police de leur donner les informations quand ils peuvent le faire, quand ils peuvent le faire, voilà, absolument. Donc voilà, on garde ce retrait, mais parfois voilà, ça peut arriver que la famille soit présente parce qu'ils souhaitent pas être emmenés par un service psychologique, voilà, ils veulent rester présents lors de la prise en charge, donc c'est ok, ils ont le droit de rester. Mais voilà, on n'a vraiment pas ce contact. Après, je me souviens aussi que dans une intervention comme ça, la famille était présente. Son enfant venait de s'étouffer avec son petit déjeuner. Donc là, voilà, la famille était présente. Mais en fait, ce qui est horrible en fait dans ça, c'est que du coup, on entend les cris, les pleurs. Et ça, c'est plus touchant finalement. Oui, c'est ça que j'allais te demander ensuite. C'est que, est-ce que c'est déjà arrivé que déjà tu assistes à ce genre de scène, donc oui. Mais est-ce que y a aussi des fois où justement la famille fait un petit peu obstruction et empêche d'intervenir? Oui, absolument, dans le sens où vu qu'ils ne sont pas informés et qu'ils ne savent pas qui on est non plus, c'est vrai que parfois on est amené à des situations où voilà, les gens se jettent sur le corps, ils nous interdisent aussi de le toucher, de l'emmener, donc c'est difficile, je pense qu'il faut, voilà, donc on reste humain évidemment, on essaie de trouver ce contact pour leur expliquer, leur faire comprendre aussi que le corps doit être évacué, qu'il ne peut pas rester ici, donc voilà, on essaie vraiment d'avoir ce langage, cette communication en tout cas avec eux pour qu'ils nous laissent le temps d'intervenir et de prendre en charge correctement aussi et de blesser personne parce que on a du matériel et on peut pas se permettre de nous blesser nous et de blesser les gens autour en fait finalement, donc on essaie vraiment de faire attention à tout ça. Parce que dans ces cas-là, vous êtes quand même accompagné de la police, je suppose, qui est aussi là pour vous épauler et vous éviter de vous avoir un contact aussi avec les familles, puisque c'est pas non plus votre rôle. Bien sûr, donc c'est pour ça que vraiment la présence de la police est importante pour finalement faire la sécurité de tout ça. Oui, vous protégez à la fois vous, le défunt, mais aussi de l'extérieur et des proches ou des voisins. Et est-ce que c'est déjà arrivé que vous arriviez sur place et que, par exemple, dans le cadre d'un meurtre, le meurtrier soit toujours sur les lieux ou dans... Non, ça jamais vraiment. La plupart du temps, ils sont emmenés par les forces de l'ordre. Bien avant que vous arriviez. Oui. Nous, vraiment, on intervient... Vu qu'on intervient à la fin, en fait, normalement, il reste plus grand monde. En tout cas, il reste le principal, donc vraiment le corps et les personnes qui interviennent en tout cas sur le corps, donc la police, les médecins, les pompiers parfois aussi. Pourquoi pour toi c'est le meilleur métier du monde? Je dirais que du coup c'est un très beau métier puisque très peu de personnes peuvent le faire.
Alors certes, c'est pas très glamour, c'est un peu glauque, qui est très sombre, mais en même temps, il faut des personnes comme moi, dévouées, et qui peuvent intervenir et faire ce métier du coup. Et c'est justement ça aussi qui est assez intéressant dans ton parcours. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup revenu dessus, mais en parallèle de justement ton travail, tu fais aussi du mannequinat, tu es aussi maquilleuse à ton compte. Comment est-ce que tu arrives à tout concilier et est-ce que c'est justement ça qui fait un petit peu ta force, ce mélange un petit peu entre le médico-légal, la mode, la beauté, etc. C'est 3 domaines qui sont bien différents, mais en même temps, j'avais un peu envie de casser les codes. C'est-à-dire que c'est pas parce que je porte un uniforme que je ne peux pas être dans le milieu de la beauté. Chacun de ses loisirs, mis à part mon travail, ça apporte beaucoup de compétences. Voilà, il faut être rigoureuse. Et finalement, en fait, les 3 métiers sont humains. Du coup, ça se rapproche beaucoup. Et ça te permet aussi peut-être de t'évader quand t'es pas justement sur des scènes de crime ou des choses comme ça, de faire un métier beaucoup plus paillettes, beaucoup plus, enfin on va dire, joyeux. Est-ce que ça aussi c'est important pour toi et ton équilibre? Oui, complètement. Il faut garder ses loisirs et avant, enfin, je reste une personne, une fille, quoi, qui aime le monde des paillettes et... Très coquette, c'est vrai Voilà. que justement, c'est ce qui fait aussi que ton parcours est un petit peu hors norme, c'est justement ce côté où t'es très coquette, t'es très élégante et tu fais ce métier qui sort un petit peu de l'ordinaire, surtout pour une femme et jeune en plus. Complètement. C'est ça qui est aussi intéressant, quoi. Oui. Et est-ce que aujourd'hui il y a un rêve que tu aimerais accomplir ou est-ce que tu as l'impression déjà d'avoir accompli pas mal de choses dans ta vie? Alors oui, je pense que j'ai quand même accompli beaucoup de choses et ça m'a permis d'acquérir aussi beaucoup de compétences qui m'aideront bien sûr par la suite. J'espère pouvoir avoir soit ma propre entreprise ou d'aller en tant que thanatopracteur. Vraiment, c'est encore un peu flou puisque je ne sais pas trop vraiment vers quoi me diriger puisque c'est assez difficile de faire un métier tout au long de sa carrière, surtout que dans ce travail-là, c'est quand même fatigant physiquement. Donc il faut trouver une certaine stabilité aussi. Oui, sur le long terme, tu sais pas forcément encore si tu pourras continuer ce métier qui est, comme tu dis, très physique et très éprouvant aussi moralement, parce que même si tu arrives à prendre beaucoup de recul, c'est quand même, je pense, éprouvant au quotidien de voir des choses aussi difficiles. Quand tu arrives sur des scènes de crime, tu peux être amené à discuter forcément, donc on parlait avec la police scientifique, etc. Est-ce que eux, justement, ont ce côté un petit peu masculin aussi que tu retrouves avec tes collègues, ou est-ce qu'au contraire, eux sont plus bienveillants et contents justement d'avoir une femme dans ce milieu masculin? Non, je pense que c'est vraiment très différent parce que ils ont vraiment ce côté respectueux et ce côté vraiment étonné de voir une femme intervenir sur ce genre de situation, et ils sont surpris aussi de se dire waouh, genre c'est hyper intéressant d'avoir une femme sur le terrain et de voir que je suis aussi capable de pouvoir porter le défunt, tout comme mes collègues hommes, et justement voilà, c'est hyper intéressant de voir que ils sont admiratifs. Admiratifs, ouais, complètement, c'est ça. Et est-ce que pour finir, tu aurais un mot de la fin, un message que tu voudrais faire passer? Même quand on nous met des bâtons dans les roues, je pense que voilà, faut rester forte malgré tout. Il faut apprendre à s'en foutre aussi quand on se sent un peu agressé par le monde masculin. C'est aussi un éveil de conscience finalement. Et oui, en fait, il y a certaines personnes qui dérangent quand on a une lumière qu'on dégage. Certains parlent pour convaincre, d'autres pour dominer, d'autres pour t'embrouiller, mais très peu parlent pour comprendre. Merci beaucoup Jessica d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne du Nouveau Détective et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.